Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. On se retrouve à nouveau sur Demystify Coda pour la suite de notre formation sur la data science. Alors, avant de commencer, je tiens déjà à vous souhaiter en fait des heureuses en fait de fin d'année. Voilà, cette vidéo va sortir le 30 décembre 2022. Excusez-moi, le 30 décembre 2023. Déjà, je suis en retard d'une année. Et j'espère vraiment que l'année 2023 a été vraiment plein de défis et plein de succès pour vous. Et je vous souhaite en fait par la même occasion en fait une heureuse année en fait pour l'année 2024. Et j'espère vraiment qu'avec DMC en fait, Demystify Code, on ira en fait très loin ensemble. Alors n'hésitez surtout pas à partager en fait les contenus de la chaîne, liker, commenter en fait pour faire développer notre communauté. Car l'objectif en fait de l'année 2024 est d'atteindre en fait les 5K abonnés. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne en fait, vous tombez en fait sur une série en fait voilà de vidéos qui traite de la data science. Alors la présente vidéo nous avons compris en fait la librairie Panda, voilà. Et dans cette vidéo, nous allons aborder une librairie tout aussi importante qui est Matplotlib pour nous permettre de créer des graphiques scientifiques. D'accord? Alors, donc, je vais déjà fermer en fait ces deux notebooks, on n'en a pas besoin. Et on va tout simplement créer un tout nouveau notebook. Je vais vous expliquer en fait que pour la création de notebook, en fait, il y a deux solutions. Vous pouvez créer le fichier depuis là, voilà, en tapant le nom du fichier et en mettant l'extension IPNP, ou simplement vous utilisez le raccourci Shift Alt N en fait pour créer un tout nouveau notebook sous Visual Studio Code. Matplotlib est reconnu comme étant l'ancêtre des tracés graphiques sous Python. Ok, et notamment en fait une librairie que nous allons voir après Matplotlib, ce sera la librairie Seaborn. D'accord. Alors beaucoup en fait pas mal de personnes en fait se jettent directement sur le Seaborn. Voilà. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo ou la prochaine vidéo en fait que la librairie Seaborn en fait nous permet de construire voilà, un graphique avec une série de code. Ok, donc on n'aura pas besoin d'écrire beaucoup de choses pour le faire. Notamment en fait, il est important quand même de passer par Matplotlib car Seaborn est construit sur Matplotlib. Matplotlib fonctionne en fait sous deux principes. On a d'abord la conception des graphiques de base. C'est simplement que lorsque vous voulez tout simplement créer un graphique très simplement pour illustrer des données, alors vous pouvez utiliser tout simplement les fonctions directes en fait de Matplotlib pour créer un graphique. Et on a l'outil orienté objet de Matplotlib qui va nous permettre de créer nos différentes graphiques comme des objets. Cela va nous permettre de contrôler de façon poussée tous nos graphiques. On pourra ainsi y paramétrer tout ce qu'on a à paramétrer, les couleurs, voilà, les épaisseurs de ligne et les gras des textes. Alors déjà, nous allons commencer par les bases de Matplotlib, ok? Et pour ce faire, on va déjà enregistrer notre fichier, d'accord? Donc il vient sur ça et je vais le nommer en fait Matplotlib. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dernièrement. Lorsque vous voulez en fait nommer vos fichiers, évitez de leur donner les noms directs en fait d'une librairie, d'accord? Donc on va tout simplement la nommer Matplotlib Practice, voilà, pour dire simplement qu'on essaie de faire de la pratique. Une fois que l'enregistrement est effectué, il va apparaître ici. Je vais rabattre un peu, voilà, mon dossier dataset puisqu'on ne va pas l'utiliser dans cette vidéo. Alors, voilà, je ferme également ce volet-ci pour agrandir un peu la zone de travail. Donc déjà, on va importer notre module. Donc on va tout simplement venir dire en fait que importe en fait matplotlib.pyplot as plt. Donc ça c'est une façon d'importer. Vous pouvez également l'écrire d'une autre façon. Vous pouvez tout simplement écrire en fait que from matplotlib, voilà, import as plt. Donc ces deux notations fonctionnent parfaitement. Donc vous pouvez importer soit en disant import matplotlib.pyplot as plt ou from matplotlib import pyplot as plt. D'accord? Donc ça c'est tout simplement pour la culture générale. Alors on va tout simplement la première syntaxe, on va exécuter, on va choisir notre noyau d'exécution et c'est bon. Une fois que la librairie est importée, on peut déjà commencer à créer nos graphiques. Alors nous allons utiliser ici en fait une seule fonction de, voilà, de tracer, la fonction plot. Ok? Attention, la fonction plot va nous permettre de tracer juste des graphiques, des courbes et tout ce qui va avec. D'accord? Alors, je ne dis pas que Matplotlib ne permet pas de faire plein de choses, mais nous allons nous concentrer uniquement
sur la fonction plot de Matplotlib pour tracer des graphiques. Ensuite, nous allons apprendre en fait à paramétrer nos différents graphiques et nous allons passer à la librairie Seaborn qui va nous permettre en fait de tracer tous nos différents graphiques. Et là, maintenant, nous allons voir les différents graphiques que nous allons tracer avec Seaborn, puisque l'essentiel étant ici de comprendre un peu comment fonctionne Matplotlib et les différents paramètres que l'on peut contrôler avec cette bibliothèque. D'accord? Donc déjà, nous allons utiliser la fonction plot pour plotter en fait, c'est-à-dire tracer en fait un graphique. Donc, on va déjà prendre une variable qu'on va appeler x. Et la variable x, on va utiliser numpy. Donc, je vais l'importer aussi. Donc, on va importer numpy as np. Voilà. Et bon, on n'aura pas besoin de panda, donc je ne vais pas l'importer. Et il faut en fait réexécuter la cellule. À chaque fois que vous devriez modifier avec une cellule précédente, n'oubliez pas d'exécuter pour l'actualiser, en fait, avoir accès aux variables en fait et aux différents imports dans la cellule ou les cellules suivantes. D'accord? Donc là, on va utiliser NumPy en fait pour générer en fait des données. Donc on va utiliser NumPy. Je vais utiliser arrange, d'accord? On va utiliser arrange. On va tout simplement lui dire que je veux que tu me génères, disons, une quinzaine de valeurs. Ok? Donc, je veux que tu me génères 15 valeurs. Alors, après ça, on va juste venir ici dire que là, on fait rien du tout. On va directement essayer de plotter une figure. Et pour ce faire, c'est très simple. On va utiliser juste ça. PLT, d'accord? On va faire plt.plot. Ok. La fonction plot, en fait, va prendre deux arguments, un argument x et un argument y. Donc, on va le passer x pour x et y, bon, je vais tout simplement plotter xx. D'accord? Donc, si j'exécute directement ici, voilà, il me trace en fait mon graphique. Voilà, vous voyez qu'on a tout simplement une ligne qui croît. C'est normal, on a tracé en fait un graphique avec xx. Ok? Donc, pour avoir une courbe, on peut déjà faire x à x carré. Voilà, cela va permettre en fait d'avoir une courbe ici lors du tracé. Et voilà. Donc là, on a déjà, déjà ploté en fait notre toute première figure. On a déjà tracé notre première figure déjà. Maintenant, attention, si vous êtes sur un notebook, voilà, là, en fait, ça s'affiche directement ici. Mais si vous utilisez un fichier Python classique, il va falloir que vous appelez la fonction plt.show. Ok, cette fonction, en fait, va afficher votre graphique, sans quoi, en fait, elle ne s'affichera pas par défaut. Et si on exécute ça, vous voyez que la fonction s'affiche. Pour lui dire en fait que ça, je ne veux pas que tu m'affiches ça, on va mettre un point virgule là après l'instruction de plot. Donc, on exécute et là, vous voyez que ça disparaît. Donc, je recommande en fait de travailler sur un notebook pour tout ce qu'il y a comme data science. C'est plus facile en fait, surtout de la visualisation de vos données. D'accord? Cela dit, si vous voulez, vous pouvez travailler sur un fichier Python classique, il n'y a pas de souci, ça marche également pareil. Mais n'oubliez pas à chaque fois en fait d'utiliser la fonction show pour afficher le graphique parce que je ne vais pas le faire tout le temps, voilà, puisque j'ai un notebook, j'ai l'avantage en fait de voir directement en fait la sortie de mes opérations juste en dessous. D'accord? Donc, je vais supprimer cette ligne là. Maintenant qu'on a tracé notre premier graphique, on va lui ajouter un titre. Pour ajouter un titre à votre graphique, on va utiliser la fonction title. Donc, on va faire plt.title ici. On va passer un string qui sera le nom ou du moins le titre de votre graphique. Donc là, on va lui dire que ça sera tout simplement croissance de x par rapport à x carré. Bon, par rapport à y, on ne va pas l'appeler x carré, on va dire que c'est y, même si y est égal à x au carré. Donc, si vous exécutez, voilà, il affiche en fait croissance x par rapport à y. D'accord? On peut également lui donner ce qu'on va appeler des labels. Les labels, en fait, c'est tout simplement le texte qui s'affiche en fait sur les axes x et y. Pour ajouter le label, c'est très simple. On vient juste par ici, on fait plt.xlabel. Et le xlabel, ça sera tout simplement en fait le texte qui va s'afficher sur l'axe x. Donc, ça sera juste ici qui va s'afficher. D'accord? Donc, on vient dans xlabel ici, on va tout simplement lui passer le nom à afficher. Donc, on va dire simplement que là, c'est axe x ici. D'accord? Et ensuite, on va faire plt.ylabel, vous l'aurez compris. Voilà, et y clavier sera tout simplement le label de l'axe y. Et on va l'appeler axe y. Donc, si vous relancez ça avec le plot, vous allez voir qu'il va afficher axe x et axe y. Maintenant, sachez qu'on peut limiter en fait, voilà, les valeurs en fait de notre graphique sur x et sur y. Par exemple, si je veux en fait que en fait
ma croissance se limite peut-être à 6 ici, d'accord? Plutôt que d'aller jusqu'à 14, on va la limiter à 8. Donc, c'est très simple. On va utiliser, on vient juste à la ligne, on fait PLT, on fait point X lim, d'accord, pour dire limitation sur X. Et là, si vous venez lire un peu, il vous dit déjà que, voilà, il va prendre simplement un left et un right, vous dire en fait que la limite à gauche et la limite à droite. Donc, c'est à peu près ça. Donc là, il dit en fait que right égale à 3 et il dit simplement que ça va ajuster en fait voilà, depuis la gauche. D'accord? Donc, par exemple, si vous venez par là et que vous lui passez une valeur, voilà, on va lui dire simplement que right ici, ok, égale à 8. Si on fait right égale à 8 ici et on réexécute ça, voilà, vous allez voir qu'il va se limiter juste à 8 ici. Donc, en fait, il va tracer en fait notre graphique jusqu'à la valeur 8 limite. D'accord? Donc, on peut également limiter sur l'axe Y. Par exemple, si je réexécute ça sans la limite, en fait, je vais dire en fait que limite en fait, sur Y à 150. D'accord? Donc, pour l'axe Y, ça sera pas right, ça sera top et bottom. Je fais plt.ylim ici et je lance. Là, il me dit bottom et top. D'accord? Donc là, la limite haute, on peut dire que je veux en fait que à top, sur la limite, je vais revoir un peu les valeurs, je dis 150. Voilà, donc il va limiter ça jusqu'à 150. Si vous tracez, vous allez voir que il va s'arrêter à 140 et 150. D'accord? Donc, vous pouvez également donner des limites plus grandes. Par exemple, si je viens dire par exemple ici que plutôt à 150, je vais voir un peu, disons peut-être à 250. Vous allez voir qu'il va en fait agrandir un peu l'image de la hauteur jusqu'à 250. Et vous voyez, vous pouvez également limiter des deux côtés, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire l'un ou l'autre, vous pouvez faire les deux à la fois. Si je l'exécute ça, voilà, si j'ai cette cellule-ci, voilà un peu ce que ça va nous donner. Donc en fait, il va limiter jusqu'à 8 et sur Y jusqu'à 200. Sachez que vous pouvez contrôler la couleur de vos différents éléments sur le graphique. D'accord? Par exemple ici, si je ne veux pas que mon tracé soit en bleu, je vais déjà désactiver les limites sur X et sur Y. D'accord? Je vais relancer ça et voilà. Si je ne veux pas en fait avoir un tracé bleu, par exemple, je veux un tracé rouge, c'est très simple. Je viens par ici, je vais ajouter l'instruction color et le paramètre color du moins, et je vais lui passer le nom de la couleur. Par exemple, je lui dis red pour rouge et j'exécute. Il va en fait colorer ça en rouge. Donc, il y a pas mal de couleurs. Généralement, il y a le fuchsia par exemple ici, qui va le mettre en violet. Voilà. Ensuite, on a orange. En fait, ces couleurs, c'est des couleurs en fait définies par le web, c'est des standards du web. Voilà, je pense qu'à la base, il y en avait que 16, mais maintenant, en fait, il y en a beaucoup. Il y a le navy, par exemple, ici aussi. Vous voyez, c'est avec cette couleur ici. Et voilà, donc il y a le teal, il y a l'aqua, il y a tout ça. Donc, vous pouvez tout simplement taper en fait standard color pour web, en fait, vous allez voir tous ces couleurs. Cela dit, vous pouvez également passer un code hexadécimal en fait pour composer votre couleur. Les codes hexadécimales en fait composent les couleurs sur trois couches, le rouge, le vert et le bleu. Et ça part en fait de 0,0 jusqu'à FF. D'accord? Par exemple, je dis en fait que là, je veux que le rouge soit à FF et 0,0 pour le vert, 0,0 en fait pour le bleu. Si je lance, vous allez voir que j'aurai une couleur toute rouge. D'accord? Je peux également fusionner en fait deux couleurs. Par exemple, je dis EE ici, voilà, pour le vert. Voilà un peu la couleur qui va me sortir, un fuchsia. D'accord? Donc c'est un peu ça. Vous pouvez également essayer de passer la couleur ici. Préparer en fait pour tout ce qui est en fait comme label, par exemple pour le title ici. Vous pouvez également lui passer une couleur. Vous venez juste ici que color ici. Voilà, on va lui passer red ici. Et si j'exécute ça, vous allez venir voir qu'il va écrire en fait le titre en rouge. Ok? Et c'est la même chose pour les axes. Vous pouvez passer les couleurs aussi ici. Je vais passer en fait color. Et je vais dire ici que voilà, je vais en fait du green pour le vert. Voilà, et la même chose ici aussi. Je vais dire que toi, je veux que tu sois aussi en green. Donc, je vais finir faire color et je vais dire green ici. Donc, si j'exécute ça correctement, j'aurai axe 1 et axe Y et axe X ici, là, qui seront en vert. Déjà, avec les fonctionnalités de base, vous voyez qu'on peut déjà créer un graphique simple, voilà, et la modifier par les couleurs et tout ça. Maintenant, on va enrichir notre graphique. Par exemple, si vous faites en fait, voilà, une analyse, vous avez besoin de ce graphique en fait dans votre PowerPoint. Donc, pour faire un enregistrement, c'est très simple. On fait juste un plt.cfig. D'accord? Et cfig, en fait, va prendre en paramètre le nom
ou du moins le répertoire en fait du fichier. Par exemple, si là, vous ne mettez rien, vous mettez juste le nom du fichier, vous remontez, je vais ouvrir une cellule ici et je vais tout simplement exécuter pwd.working directory pour vérifier en fait le répertoire dans lequel je suis. Et là, je vois que je suis dans le même répertoire que le répertoire en fait de travail. Et là, c'est très cool. Je sais que si je mets en fait le nom du fichier, je vais tout simplement l'appeler, voilà, figure 1 par exemple. Je vais l'appeler figure 1 et je vais mettre l'extension PNG. D'accord? Donc, si j'exécute ma cellule correctement, voilà, ma figure s'affiche ici. Si je l'affiche, voilà. Donc, j'ai une figure en fait, un graphique d'une dimension par défaut qui était définie par la taille en fait de mon tracé et tout, voilà, que l'on peut déjà enregistrer. Ok? Alors maintenant, nous allons passer à la partie avancée de Matplotlib où nous allons apprendre à utiliser l'orienté objet pour créer nos graphiques. Alors, on va ouvrir une toute nouvelle cellule en dessous. Alors, pour commencer, sachez qu'on n'importe plus rien d'autre en fait. On va toujours utiliser notre objet PLT, voilà, directement. La seule différence, c'est que déjà ici, on va commencer par créer un objet figure. Donc, on va tout simplement l'appeler fig. Et l'objet figure en fait sera égal simplement à plt.figure. Donc, on va créer notre objet figure ici, simplement. Une fois que l'objet figure a été créé, il va nous falloir placer des axes. Alors, qu'est-ce que c'est que la figure et qu'est-ce que c'est que les axes? En fait, la figure, vous voyez ça en fait comme un canevas. Voilà, c'est simplement une toile en fait qui est là. Maintenant, il va falloir que nous lui placions en fait des axes et c'est sur les axes maintenant que nous allons pouvoir plotter nos différentes figures. D'accord? Donc là, on va définir une variable que je vais appeler axe ici. D'accord? Et axe sera égal en fait à fig.add axis. D'accord? Et add axis, oh, excusez, c'est pas axis, mais c'est axis simplement. Et axis va prendre en fait une liste ou un tuple, voilà, de valeurs. D'abord, on va lui passer la valeur 0, 0, 1 et 1. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Les valeurs 0, 0 en fait représentent les coordonnées de départ de notre figure, de notre axe ouest. Donc notre axe va commencer au coin inférieur gauche de notre objet figure et va tout simplement aller à la limite 1, 1. Vous voyez, c'est un peu comme une échelle en fait, voilà. Donc il va aller de 0, 0 à 100%, 100%. D'accord? Et une fois que ça c'est fait maintenant, on peut déjà plotter notre axe. Donc on va faire juste axe.plot. OK? Et avec axe.plot, on peut déjà plotter avec x et x. Ici, vous exécutez, on va avoir exactement le même résultat. Et là, vous allez me dire, bah, en fait, il n'y a pas de différence que ce soit avec l'orienté objet ou simplement avec les fonctions standards, on a pratiquement les mêmes résultats et tout. Avec l'orienté objet, en fait, on pourra contrôler notre figure au millimètre près. Et le premier contrôle qu'on peut déjà apporter, c'est déjà la dimension de la figure. Par exemple, là, je peux tout simplement passer en fait l'argument fixSize. Je vais lui passer un tuple et je vais lui passer les dimensions en fait de ma figure. Par exemple, si là, je lui passe les arguments, disons peut-être 16. Non, là, j'ai mis 26. Voilà, je vais dire 16,8. D'accord? Et je vais exécuter. Vous allez voir qu'il va me créer en fait une image en fait de 16. Voilà, de 16 unités de largeur et 8 unités de hauteur. Et là, on peut lui ajouter l'argument dpi qui signifie en fait Dutch per inch. Voilà, c'est tout simplement le nombre de pouces en fait que nous souhaitons dans notre image. D'accord? Donc, le dpi le plus utilisé, c'est 200. D'accord? Pour voilà, les visualisations. D'accord? Quand vous allez exécuter, vous allez voir que la netteté sera encore plus grande. Voilà, il va rendre en fait l'image encore plus nette qu'avant. Et c'est tout. OK? Alors, lorsque vous allez vouloir en fait exporter en fait votre image, vous pouvez passer à un DPI de 300 ou de 400, de 500, de 600, comme vous semble. D'accord? Alors, le nombre de pouces en fait, voilà, par pixel en fait, c'est tout simplement une unité qui est définie en fait pour voilà, les images et autres. Vous pouvez tout à fait effectuer une petite recherche sur Google pour avoir plus d'informations là-dessus. D'accord? Donc, à partir de là, déjà, on peut déjà dire ici que je vais faire ça au carré. Et ensuite, je vais lancer. Et ça fonctionne ici également. Les fonctions qu'on a vues dernièrement fonctionnent également ici. Ça fonctionne pareil. La seule différence, c'est que ici, on va affecter en fait nos différents paramètres à axe et non à figure ou à PNT. D'accord? Donc, par exemple, là, je vais venir dire à axis.setTitle. Et là, vous allez voir en fait que la méthode change. Plutôt que d'utiliser title comme on l'a fait ici, on va utiliser la méthode setTitle. D'accord? Et là, on va lui passer le nom de notre titre, voilà, de notre graphique, croissance de x
par rapport à Y. Voilà. Et on peut lui passer une couleur. Je peux lui passer en même temps la couleur que je vais dire ici aride ici. D'accord? Donc, si vous lancez l'exécution, quelques secondes après, vous voyez que ça s'affiche ici, croissance de X par rapport à Y. Donc, c'est la même chose. On peut également affecter en fait des labels. D'accord? Donc, on va faire en fait set underscore X label ici. Et là, on va l'appeler axe Y. Oh, attention, axe X. D'accord? Et on va faire la même chose avec X, set Y label. Et on va lui passer juste un axe Y. Et c'est tout. Donc, si vous exécutez, vous allez voir que tout ce qu'on a eu à voir dernièrement s'affecte toujours ici, axe Y et axe X ici. D'accord? Donc, c'est correct. On peut également sauvegarder cette image. Maintenant, ce qu'il y a de cool ici, par exemple ici, on peut définir plusieurs axes en fait dans la même figure. Par exemple ici, en fait, dans notre canevas, je dis que le canevas c'est une toile. Et dans la toile, en fait, on peut illustrer plusieurs dessins. On peut dessiner une autre partie encore, faire un autre dessin dans la même toile. Il suffit juste de gérer l'espace comme on le souhaite. Par exemple, ici, je définis des axes allant de 0, 0 à 1, 1. OK? Par exemple, je peux venir ici et créer ce que je vais appeler un axe 2. Et axe 2, en fait, sera toujours dans notre canevas. Voilà. La figure, c'est notre canevas. Dans notre figure ici, on va tout d'abord faire un add axis ici. Donc, je vais faire add axis simplement. Et je vais lui passer encore un tuple là. Voilà, une liste de valeurs. Donc maintenant ici, en fait, on va pas le placer à 0, 0, 1, 1. Puisque si je le place ici, il va toujours démarrer ici et va en fait couvrir cette image-ci. D'accord? L'idée n'est pas en fait de cacher toute cette image. Je veux tout simplement en fait placer mon image un peu par ici. D'accord? Donc je vais dire ici que euh, 0, 0, c'est ce coin-ci. Voilà, c'est le coin inférieur gauche ici. Donc vous aurez compris en fait que là, si je veux ce coin-là, je vais tout simplement mettre 1, 0. Voilà, sur X en fait, je ne vais pas le bouger. Voilà, mais sur Y, je vais le faire monter. Donc, donc là, j'ai dit 0, 1 plutôt. D'accord? Donc là, je vais dire en fait que je veux que tu démarres à l'axe 0 sur X et sur Y à 1. Voilà. Et tu vas en fait faire du genre 0,5. Voilà. 0,5. Par exemple, je dis 0,5, 0,5 ici. Voilà. Et je vais plotter également cette deuxième image-là. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser l'axe en fait pour effectuer un plot. OK? Donc, j'ai ploté en fait sur axe 1 ici. Voilà ce que je vais faire. Je vais venir faire juste axe 2 point plot. OK? Et je vais plotter toujours les mêmes données x et x au carré. D'accord? La seule différence, c'est que avant de plotter sur ça, je vais tout simplement faire un zoom. Je disais en fait les x lim et les y lim qu'on a vu en haut pour zoomer en fait sur une partie des informations. Je vais en fait limiter juste cette partie-là. Voilà, de 4 à 8 sur x. Voilà. Et sur y, je vais limiter ça de 25 à 100. D'accord? Donc, je vais venir juste dire ici que axe 2.7. Voilà. X lim ici. Et cette X lim en fait va prendre un tuple en fait. D'accord? Donc si vous venez ici pour juste voir un peu les arguments qu'il prend, regardez, si on part dans les exemples, il nous dit en fait qu'il va prendre une valeur à gauche, une valeur à droite. D'accord? Voilà, donc on nous dit right et tout. Donc je peux lui dire en fait ici que left ici, voilà, sur X en fait, le left sera à, j'ai dit en fait, entre, voilà, j'ai dit 4 et 8, donc je vais dire en fait que sur le left sera à 4 et je vais dire que le right ici sera à 8. D'accord? Et je vais utiliser ça également, je vais dire accent 2.7 y lim que je vais limiter entre 25 et 100. Donc je vais dire ici que bottom sera à 25 et le top sera à 100. Ok, donc si je trace en fait ma figure, regardez ce qui se passe. Voilà, il m'affiche ça un peu par-dessus. Donc j'effectue un zoom de ça. Donc là, il y a une erreur puisque je lui ai dit quoi? Je veux que tu m'amènes ça de là à là. Ok, là, en fait, j'ai fait une erreur. Je vais dire ici que tu pars à 0,50 ici. Donc, je vais réexécuter. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'il a créé en fait une deuxième, voilà, un deuxième graphique ici qui me fait que zoomer juste sur cette partie de mon graphique là. D'accord?
Donc, je vais décaler un peu ça sur l'axe de X, puisque là, en fait, on a nos deux, voilà, nos deux axes Y, en fait, qui se fusionnent. Et c'est pas facile pour la lecture. Donc, je vais juste venir ici. Je vais dire que plutôt que tu sois à 0, je veux que tu te décales au moins, disons, peut-être à 0,1. Voilà. Et là, plutôt que tu partes à 0,5, 0,5, c'est un peu trop. Je veux que tu partes à 0,3, 0,3. Donc, 0,3, 0,3 pour la construction. Et je vais réexécuter un peu. Et là, vous voyez qu'on a un zoom ici, voilà, de juste cette partie ici qui est là, jusqu'ici. D'accord? Donc, on peut également lui donner un titre ici, comme on l'a fait en fait pour l'axe 1. On peut dire que axe 2, point set title. Voilà. Et je vais tout simplement dire ici que le title, ce sera tout simplement un zoom en fait de le, voilà, un zoom sur X, voilà, de 4 à 8, voilà, et sur Y de 25 à 100. Et voilà, donc c'est bon. Donc si vous lancez, il va afficher correctement le titre ici. Voilà, zoom de là à là et de là à là. Vous pouvez également afficher une valeur sur X. Et là, en fait, voilà, donc je vais tout simplement, en fait, je vais dire ici, euh, zoom en fait de données. Voilà, c'est simple. Et je vais tout simplement utiliser les axes, en fait, les labels des axes. Je vais dire que, voilà, je vais faire 7 X label. Ok, donc oh, c'est pas axe 6, c'est axe 2, point 7 X label, d'accord? Et là, je vais tout simplement lui dire en fait que euh, X zoom, ok, je vais tout simplement dire ici que valeur de X, non, je vais pas mettre valeur, je vais dire en fait X compris entre 4 et 8, ok? Donc je fais ça D, je vais placer juste Y label, et là je vais dire que Y compris entre 25 et 100. Et voilà, donc 25 et 100. Et je vais l'exécuter également, cette partie. Et voilà, donc en fait, il nous affiche ça correctement. Alors, une fois que c'est fait et que vous avez créé votre graphique correctement, vous pouvez également l'enregistrer. Pour sauvegarder l'image, c'est très facile. On va utiliser en fait la même fonction, CFX. Cette fois-ci, on va l'appliquer sur le canevas directement, l'objet figure. Voilà, c'est logique. On va enregistrer en fait tout le canevas, voilà, toute notre toile en fait, et pas seulement un axe ou l'autre. Donc, on va faire fig.save, d'accord? Et je vais lui passer en premier le nom, puisqu'il y a plusieurs paramètres. On va lui passer le nom. Je vais dire en fait figure2.png. Et on peut directement lui passer quelques paramètres déjà. Par exemple, déjà la taille. D'accord? On peut tout simplement lui affecter une size et tout, tout, tout. Mais on peut également, en fait, voilà, lui passer déjà un DPI. Donc, je vais juste dire que DPI, comme je vous avais dit, on peut l'enregistrer sur un DPI de 300. D'accord? Donc, rappelez-vous, surtout, c'est très important en fait cette partie. Voilà, lorsque vous allez exporter votre fichier, vous pouvez augmenter son DPI, puisque c'est pour l'export. Si j'exécute ça, tranquille, voilà, il va créer la figure, il va la sauvegarder. Et là, quand vous allez venir ici, vous allez voir figure 2, et quand vous allez la lancer, et voilà ce qu'il va nous donner. Et là, vous voyez que contrairement à ici et ici, voilà, on n'a pas voilà, les axes ici. Et c'est normal, en fait, lorsque vous avez une figure trop grande comme ici, les axes ne s'affichent pas. Donc, pour afficher les axes avant, lors de l'export, on va utiliser un argument, cet argument-là, dboxInch, et on va lui passer en fait la valeur tight, d'accord? Donc, tight, c'est T-I-G-H-T, si je ne m'abuse. On va l'exécuter pour voir qu'on aura notre figure complète sans coupure cette fois-ci. Donc, après quelques secondes, il me dit c'est bon, je vais ouvrir la figure à nouveau et cette fois-ci, vous voyez que les axes sont correctement affichés. Lorsque vous avez une image trop grande à l'export, il arrive en fait qu'il y ait des tronqués. En fait, il va couper certaines informations. Voilà, donc vous devez en fait ajouter ce paramètre-là, dboxInch à tight, pour lui dire que je ne souhaite pas en fait que tu sectionnes, que tu coupes en fait mon image, je veux que tu me l'envoies en totalité. Alors maintenant, nous allons passer à une partie assez intéressante, le server plotting. Mais avant de passer à cette partie, je vais en fait apporter quelques petites corrections ici. Je voulais le mettre dans la prochaine partie, mais bon, en fait, c'est toujours dans le même concept.
Alors, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose d'assez bizarre ici. Regardez, vous voyez en fait que nos textes en fait sont assez, voilà, assez petits par rapport à nos axes. Les axes, ça va, ça se lit correctement. Mais regardez par exemple ce texte axe Y qui est tellement écrit en fait, tellement petit. L'axe X également, ça se lit à peine en fait. Pareil pour la croissance. Alors, sachez qu'il est possible en fait de gérer voilà, la taille en fait des caractères des textes qui est écrit. D'accord? Donc, pour le faire ici, par exemple, si je veux gérer déjà pour le titre, il y a un argument qui s'appelle le font dict. Donc, le font dict en fait va prendre un dictionnaire. Voilà. Regardez, entre autres, on a vu déjà, on a le font size, le font weight, on a la color, on a l'aliment vertical, l'aliment horizontal et tout ce qui va avec. D'accord? Donc, par exemple, ici, je peux lui dire en fait que je veux que tu me mettes un font, d'accord, un font size, ok, ici. Et le font size, je vais le définir peut-être genre A16, ok, donc je veux peut-être 14, voilà. Il y a le font weight ici, que vous pouvez définir pour dire en fait le gras, voilà, je vais dire font weight, hein, GHT, ok. Et là, je vais dire par exemple 4 ici. Donc, si je réexécute ma cellule correctement, après quelques secondes, vous voyez que, bon, là, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Là, il me dit en fait 14, c'est pratiquement pareil. Je vais dire peut-être A22 ici. Ok, donc je vais l'agrandir un tout petit peu. Et là, vous allez voir que avec 22, voilà, ça prend un peu de poids quand même. D'accord? Donc, il est là. Vous pouvez également gérer l'aliment et tout. D'accord? Donc, ici également, vous pouvez gérer pour l'axe Y et pour l'axe X de la même façon. Il vous est sûrement arrivé de voir en fait très souvent un graphique avec plusieurs sous-graphiques. En fait, c'est ce qu'on appelle en fait les graphiques à sous-parcelles, c'est-à-dire sur Matplotlib, ce qu'on appelle les subplots. Pour créer un graphique à sous-parcelle, un subplot sur Matplotlib, c'est très simple. On va utiliser la fonction subplot en fait de notre objet plt, d'accord? Donc, on va juste venir faire plt.subplots. Attention, c'est subplots avec s et pas plot tout court, d'accord? Et quand vous allez lancer subplots, il va nous demander deux arguments obligatoires, le nombre de lignes et le nombre de colonnes, d'accord? Alors, on va lui passer 1 pour l'argument de ligne et 2 en fait pour les colonnes. Cela signifie en fait qu'on aura juste une ligne de 2 colonnes. Donc, en gros, on aura en gros 2 parcelles. Ok? Alors, on va récupérer deux éléments. D'abord, la figure et les axes. Les axes avec S parce que on aura deux axes ici. Alors, on peut déjà référencer un de nos axes en fait avec son index, par exemple axe de 0, c'est-à-dire que le tout premier élément, on va venir faire plot ici. Ok? Et là, on va lui passer juste x, virgule x. Ok? Et si on exécute, ok, voilà, on nous dit simplement que voici un peu le tracé en fait de notre tout premier axe ici. Ok? Alors, on peut également donner également voilà, axe de 1 ici. Veut dire que le deuxième élément, le deuxième axe moins, et là on va lui dire que ça fait x avec un x au carré. Et là, on va tracer également cet axe-là. Alors là, on a en fait un graphique à deux axes. Évidemment, vous pouvez également personnaliser en fait les axes individuellement. Par exemple, ici, je peux en fait lui donner un titre avec axe 600 de 0 ici, par exemple, axe de 0, point, ok, on va venir faire 7, voilà, point 7 title, tout simplement. On va lui passer le titre, on va dire rapport x, y, voilà, tout court. Et si vous exécutez, voilà, il va l'afficher. Donc, vous pouvez également personnaliser avec les couleurs et tout, comme on l'a vu précédemment. Ainsi, donc, vous pouvez ajouter pour ça. Maintenant, lorsque vous avez des subplots ici, pour mettre le titre du graphique, par exemple, là, je vais faire rapport x, y ici, c'est bon. Et là, bon, je vais carrément mettre un lien entre les deux axes. Je vais venir faire axe 6 de 1. Quand je vais prendre le tout premier. Et je vais lui, en fait, lui mettre un set title ici correctement. Et là, je vais dire que ça sera rapport x et y carré. Voilà, donc x et y carré, c'est bon. Et là, si vous exécutez, vous allez voir qu'on aura en fait le titre de vos sous-parcelles. Maintenant, il peut arriver en fait que vous ayez envie en fait de mettre un grand titre en fait ici. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous allez venir juste avec l'outil Fig et vous allez tout simplement passer ce qu'on va appeler le subtitle, c'est-à-dire le super title. Voilà. Et on va dire en fait que comme super title, on aura en fait
Voilà, je vais tout simplement faire en fait rapport entre x et y. Voilà, donc là, si je le lance, voilà, on aura en fait notre super TD qui sera ici. Donc évidemment, on peut également la personner comme on a vu. On peut passer une color que je vais, là je vais mettre un read et voilà, on peut passer également un font titre et personnaliser ça comme bon nous semble. Alors, comment est-ce qu'on peut faire par exemple pour agrandir un peu voilà, notre figure ici? Rappelez-vous, lorsqu'on a voulu construire en fait un objet très simple ici, on a juste passé voilà, à la création de l'objet figure en fait fixe ici. D'accord? Donc ici en fait, comme on a créé en fait avec subplots, on a des propriétés dans fig en fait pour définir un peu les dimensions. Par exemple, on aura en fait le set fig, voilà, cette fig width par exemple qui va définir la largeur. Par exemple, on va mettre la largeur à peut-être 12 par exemple ici, c'est bon. Et on va encore utiliser fig.set, voilà, fig8 pour dire la hauteur. Je vais la passer à 4, ok. Et on a également le fig.set non, 7 dpi du coup. Voilà, on va faire 7 dpi, on va passer le dpi à 200. Et voilà. Donc, si vous exécutez, vous allez voir qu'il va agrandir un peu l'image. Voilà, donc on aura un peu une image un peu avec assez, voilà, un rapport assez conforme. D'accord? Ok, donc là, j'ai oublié un RE ici. Donc, entre. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut gérer cela. Alors, on peut également, en fait, demander, en fait, par exemple, ici, qu'on veut, voilà, 4 sous-parcelles, 4 parcelles. Et là, quand je vais exécuter, voilà ce qu'il va me dire. Il me dit attention, en fait, le n du URL que je passe n'est pas correct. Pourquoi est-ce que cette fois-ci ça ne passe pas? Rappelez-vous, premièrement, j'avais en fait juste une ligne et plusieurs colonnes. Donc les index étaient corrects 0 et 1. Et comprenez en fait que je disais 0 et 1. D'accord? Mais là, en fait, j'ai plusieurs parcelles. Donc en fait, j'ai plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Il va falloir que je sois plus précis en fait dans mes index. D'accord? Par exemple, je vais, au lieu de faire axis de 0 ici, je vais remplacer tout ça. Je fais CTRL F ici. Et là, je vais avec le finder copier juste ça. Voilà, copier ça. Et je vais dire en fait ici que recherche-moi ça et remplace-le par axe 1. D'accord? Donc, je vais juste faire ça et je vais demander à ce qu'il remplace. Donc, il va remplacer tout ce qui est ici. Ensuite, je vais lui demander en fait que ça, voilà, tu vas aller chercher ça, tu vas remplacer ça par axe 2. D'accord? Et je vais remplacer ça aussi. Donc, c'est bon. Alors maintenant, en fait, je vais récupérer en fait axe 1 et axe 2 de façon séparée. Je vais dire en fait ici que axe 1 sera égal à axis avec S. Et là, je vais passer en fait les coordonnées comme une sélection sur NumPy. Alors, si vous avez manqué en fait la vidéo sur NumPy, je vous recommande d'aller la suivre. Donc maintenant, on va lui passer juste nos index. On va dire par exemple que je veux que tu prennes l'index de 0, 0, ce qui va correspondre à, voilà, à ce subplot là ici. Ensuite, je vais venir dire que pour axe 2, puisque j'ai deux axes, je vais venir dire que axe 2, c'est égal en fait à axe 6. Ok, et là, je vais venir dire en fait que je veux que tu me prennes en fait l'index 1, 1. Ok, donc par exemple, il va choisir ces deux-là. Et quand je vais exécuter avec Renault ici, je dire que relance tout, on va patienter, il va valider, et voilà. Donc là, il me crée en fait mes graphiques. Et là, il trace ici, puisque l'axe 1, c'est l'axe que j'ai donné ici, avec le coordonnées 0, 0, correspondant au tout premier parcelle. Et l'axe 2, c'est l'axe qui correspond aux coordonnées 1, 1. C'est-à-dire que ligne 0, ligne 1, et la colonne 1 ici, ça répond à ça ici. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'il y a déjà avec les parcelles, comme vous le voyez déjà ici, c'est un peu bizarre pour interpréter. Déjà, par exemple, là, en fait, voilà, c'est assez, l'espace n'est pas assez bon ici. Conséquence, ici, notre label et notre axe, en fait, fusionnent en fait leur écriture, ce qui rend pas la lisibilité assez bien du tout. Alors, on va gérer un tout petit peu les espaces entre les éléments. Et pour ce faire, nous avons plusieurs fonctions. Déjà, la toute première fonction est dans l'objet PLT directement. On va finir par PLT point type, ok, layout.
tout court, d'accord? Donc, on fait pnt.typeLayout, c'est une fonction qu'on appelle tout simplement, d'accord? Et lorsque vous allez tout simplement lancer, vous allez voir que, voilà, il va gérer ça à sa façon. Donc, il va créer tout simplement un espace automatiquement, voilà, pour permettre à ce que vos quatre parcelles, en fait, respirent, voilà, et que les écritures ne se chevauchent pas, d'accord? Donc, ça, c'est géré automatiquement, d'accord? Alors, on peut gérer manuellement aussi, en fait, voilà, je vais le ramener à l'état d'avant. Voilà. On peut gérer manuellement l'espacement avec les subplot edges. D'accord? Donc, subplot edges, en fait, est dans notre objet fig ici. Donc, je vais venir par-dessus. Je vais faire fig.subplot. OK. Donc, je vais faire subplot edges ici. Alors, pour gérer en fait les espaces entre vos sous-parcelles avec la fonction subplot edges, c'est très simple. Si vous maintenez un peu votre curseur en fait sur la fonction, il vous dit en fait les arguments qu'il prend. Alors, il prend les arguments left, bottom, right, top, W space et H space. Alors, qu'est-ce que c'est que ces arguments? Par exemple, si je le passe, regardez, je vais dire left, je vais le passer à 0, d'accord? Ensuite, je vais le mettre à right ici. Voilà, je vais le faire right, je vais le dire à 1. Ensuite, je vais le passer bottom à 0, d'accord? Et top à 1. Alors, si j'exécute rien qu'avec ces quatre arguments, voilà, je vais exécuter, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous avez vu en fait qu'il a déplacé la figure. Et si vous remarquez en fait le super title qu'on avait placé, rapport entre X et Y, se trouve maintenant dans notre figure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est très simple. Les arguments left, right, bottom et top, en fait, j'ai en fait les coordonnées en fait des quatre bords de notre super graphique. Par exemple, ici, quand je lui dis left à 0, je dis en fait que le bord gauche de l'ensemble de nos figures, en fait, pas d'une parcelle, mais de l'ensemble de la figure. Toute la figure, en fait, son bord gauche, en fait, est placé aux coordonnées 0 sur x, donc à 0 à x ici, d'accord? Ensuite, je dis que à right, c'est-à-dire que le bord droit, en fait, est placé à 1, c'est-à-dire à 100% de la figure, d'accord? Et je lui dis que le bottom, c'est-à-dire que le bord inférieur droit, en fait, de notre figure, rappelez-vous, la figure est différente des axes. Voilà, le bord inférieur, en fait, de notre figure est aux coordonnées 0 sur l'axe de Y et le top est aux coordonnées 1, d'accord? Par exemple, si là, je lui dis en fait que le top ici, je veux que top en top soit à 0,8. Regardez, si j'exécute, vous allez voir qu'il va créer un petit espace entre ça et ça, puisque je l'ai mis à 80% de la hauteur. Donc, je peux le passer à 90%. Là, quand je vais passer, je vais exécuter et là, c'est un peu mieux toujours. Mais pour gérer l'espace entre nos parcelles, on n'aura pas besoin de toucher à tous ces éléments. On a juste besoin de deux arguments. Le W space pour white space, c'est-à-dire l'espace sur la largeur, d'accord? Et on va lui passer un élément en fraction. Vous avez pas, je le passe en fait à 0,2 et je lui dis en fait de prendre en fait à 20% en fait de la largeur de ma figure en fait comme espace entre les éléments, d'accord, sur la largeur. Donc c'est-à-dire que entre ces deux parcelles, il y aura 20% de la largeur de toute la figure et également partie, d'accord. Et je vais lui dire ici que le height space, c'est-à-dire l'espacement sur la hauteur, le height, aura en fait une distance de peut-être 0,3, donc 30%. Si j'exécute, vous allez voir que je vais créer un espace ici, normal, et ainsi de suite. Je peux augmenter ça. Je peux dire par exemple que je veux que tu partes à 0,5, dire que je veux que tu espaces à 50-50, et c'est bon. Donc voilà en fait que je crée en fait des espaces entre les différents éléments de cette façon-là. Mais l'idéal en fait, je vous recommande généralement d'utiliser en fait le type layout parce qu'il va en fait gérer automatiquement les espaces sans qu'on ait besoin de modifier nos figures. Donc là, je vais lui mettre le type layout et là, il va gérer automatiquement les espaces. D'accord? Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, nous allons passer à la dernière partie de notre vidéo qui sera la personnalisation de nos différentes graphiques. Nous allons essayer en fait de voir comment est-ce qu'on peut ajouter des éléments de façon personnalisée à nos différentes graphiques. Et là, je vais tout simplement créer deux variables x, y. Je vais dire que x ici, je vais remplacer la variable x du dessus, c'est pas grave. Je vais dire que cette fois-ci, x sera tout simplement à np.arange, par exemple ici, d'accord. Et voilà, arange de juste, voilà, disons peut-être 20 éléments, ok.
Ensuite, je vais dire que YK sera tout simplement à NP ici, d'accord? Point random, ok? Point, bon, je vais pas citer, je vais faire point random, point rand int. Donc, je vais en fait demander de générer une valeur, voilà, randomisée. Donc là, je vais passer de 1 jusqu'à 100, ok? Donc de 1 à 100 ici. Et je vais le demander en fait de me générer juste un, voilà, 1 fois 100, 1 fois 20 valeurs. Donc je vais demander de me générer juste 20 valeurs ici, d'accord? Donc là, j'ai pas besoin de ça, je vais dire que je veux juste ça qui me génère 20 valeurs ici. Donc si je viens par ici, j'essaie de voir un peu mes données, je vais d'abord printer x et ensuite je vais afficher y. Et lorsque je vais exécuter ma cellule là, voilà, c'est bon. Donc j'ai 98 et c'est ça. Donc c'est bon. Donc on va maintenant essayer de plotter nos différentes figures. Donc c'est très simple. Je vais venir ici et je vais réaffecter à l'objet fig un nouvel élément. Voilà, je vais dire que plt.figure. Voilà, donc plt.figure tout simplement. Et je vais déjà je vais lui donner un size. Je vais dire en fait que fig size. Je vais dire que 12 par 4, c'est bon. Et je vais lui donner un DPI de 200. Ok. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais l'ajouter des axes. Ok. Je vais dire que ça fait fig.add comme je vous ai montré. On va lui passer 0, 0, 1 et 1. Ok. Et là, on va tracer en même temps notre axe. On va faire axe.plot. Et là, je vais dire que je veux que tu plottes x et y. Donc, on va essayer de voir un peu ce que ça va donner et voici un peu ce qui ne va pas. Voilà. Nous allons essayer de personnaliser ce graphique-là. Alors, déjà qu'on sait comment placer un titre, les labels et tout autour, c'est très simple. Voilà, on va juste par là, on va le nommer en fait évolution, voilà, du marché boursier, voilà, du mois de évolution du marché boursier. Voilà, j'ai mis comme une valeur 20 valeurs ici. Je vais dire peut-être 12 valeurs, ça sera mieux. Voilà, je vais dire 12 valeurs. Voilà, donc il va me faire juste de 1 à 12, c'est pas grave. Et là, je vais le passer à 12 valeurs ici. Ok, voilà. Donc je vais le lancer. Et là, j'ai 0, 2, 4, 6, 8 jusqu'à 10 et 12. Alors, comme titre en fait de ce graphique, on va supposer que c'est le cours en fait du Bitcoin en fait, ça, voilà, durant les 12 mois de 2023. C'est une supposition, d'accord? Donc c'est le titre qu'on va donner à ça. Alors, je vais tout simplement venir ici, je vais dire en fait axis, voilà. Donc on va aller très vite, hein. Je sais que vous savez déjà le faire. Maintenant que ça c'est bon, nous allons passer en fait à l'affichage de la légende. La légende, c'est tout simplement une information qu'on affiche, une légende en fait qu'on affiche à notre tableau et tout. Alors pour afficher une légende, il y a deux étapes à exécuter. La toute première, voilà, c'est tout simplement en fait passer un label à la construction de notre plot déjà, d'accord? Donc là, on va tout simplement passer un argument qu'on va appeler juste label tout court. Et label là va prendre en fait en argument, voilà, la légende que l'on souhaite passer, d'accord? Donc la légende, ce sera par exemple ici, je vais tout simplement donner le même nom en fait, voilà, cours, voilà, du Bitcoin de l'an 2023, ok? Voilà, donc l'an 2023. Une fois que ça c'est fait, à la fin, pour afficher notre légende maintenant, puisque là la légende n'est toujours pas affichée, on va tout simplement venir ici, d'accord? Et on va faire axis.legend, ok? Tout simplement. Donc on va faire axis.legend, on met rien pour l'instant. D'accord? Voilà. Donc, quand vous allez passer, vous allez exécuter ça tranquillement. Vous allez voir qu'il va tout simplement placer la légende par-dessus ici. Donc là, il me dit en fait que là, j'ai tout simplement le cours du Bitcoin, voilà, de l'an 2023. Donc, c'est cool ainsi. OK? Alors, je vais revenir encore à nouveau ici. D'accord? Vous venez voir. Vous voyez qu'à chaque fois que j'exécute en fait ma cellule, mon graphique change. D'accord? C'est simplement dû au fait que je n'ai pas seedé en fait la valeur de YK. Donc, on va créer un seed ici. Je vais venir par ici. Je vais venir faire np.rando, comme je vous l'ai dit, point seed. Donc, je vais seeder sur une valeur que je vais dire 45 ici. D'accord? Donc, si j'exécute ça,
Voilà, il va garder ça en fait comme cours. Donc c'est assez bien, ça me convient très bien. Ok. Alors on peut en fait plotter une deuxième valeur ici. Je vais créer un y2 ici. Vous allez voir un peu l'idée qu'il y a derrière. Et là aussi, je vais seeder la valeur. C'est-à-dire que je vais venir juste ici. Par exemple, ici, je vais venir ici. Et je vais faire un np.random.seed. Je vais seeder une valeur ici. Voilà. Et je vais seeder maintenant la valeur 43. OK. Donc, je vais venir ici. Je vais dire que y2, je vais juste copier ça, cette fonction-là. Et je vais générer également 12 valeurs ici. OK. Et voilà. Donc, j'exécute. Alors, je vais tracer dans le même graphique ici, voilà, un cours également. Je vais peut-être tracer le cours en fait de l'Ethereum, d'accord? Donc, je vais venir juste ici et je vais après fig ici, voilà, axe, je ne vais pas ajouter d'axe, voilà. C'est pas toujours nécessaire d'ajouter des axes. Dans un seul axe, vous pouvez tracer plusieurs figures. Par exemple, ici, j'ai ploté déjà ça. Alors, je vais juste venir faire CTRL là. Voilà, je vais juste copier ça. OK? Et là, je vais dire que je veux que tu plottes X1 et Y2. OK? Et là, ce ne sera pas le cours du Bitcoin, mais le cours en fait de Ethereum ici, par exemple. D'accord? Voilà, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, voilà, mais ce n'est que pour l'exemple. OK? Donc là, en fait, je trace le cours de l'Ethereum. Et là, du coup, en fait, le titre doit changer. Ce ne sera pas cours du Bitcoin, mais cours de la crypto. Donc, je vais faire cours de la crypto. Voilà, de l'année 2023. Donc là, on a le cours du Bitcoin de l'année 2023, le cours de l'Ethereum de l'an 2023. Donc, si j'exécute, voilà, vous voyez que maintenant, on a notre deuxième tracé qui vient se superposer au tout premier. Donc, vous voyez un peu. Alors là, voilà, on a le cours en fait ici de l'Ethereum de l'année 2023 et il marque en fait la couleur pour nous dire que c'est la couleur orange qui représente celui-ci et la couleur bleue représente ce dernier-là. Évidemment, vous pouvez changer les couleurs comme je vous l'ai dit. Par exemple ici, si je veux pas en fait qu'il soit voilà, en bleu, voilà, je vais venir dire par exemple ici que je vais passer color et je vais dire par exemple que le color, je veux qu'il soit en red. Je dis que je veux qu'il soit en rouge. D'accord? Donc si j'exécute, il sera en rouge et l'autre sera en bleu. Voilà. Donc celui que vous ne contrôlez pas en fait, va prendre une couleur par défaut. OK? Donc je vais enlever cette instruction ici. Voilà, parce que je ne veux pas du tout voilà, gérer la couleur manuellement. D'accord? Donc là, en fait, la légende s'affiche correctement ici. OK? Cela dit, on peut en fait gérer l'affichage de la légende. Mais pour ce faire, déjà, je vais agrandir un peu mon image. Là, j'ai fait voilà, un pixel de 12 par 4. Je vais le faire plutôt en 16 par voilà. Donc, je vais le faire en 16 par 5, en 16 par 6. Voilà. Finalement, c'est bon. 16 par 7, on va voir un peu. Voilà. Donc, c'est un peu plus grand. Alors, on va encore l'augmenter un peu. 16 par 8. Et là, je vais aller même à 18 par 8. Et voilà, donc il a agrandi un tout petit peu cela. Alors, maintenant que ça c'est bon, j'ai l'impression que j'ai poussé un peu trop loin. Je vais revenir en fait à du 16, d'accord? Donc, je vais l'amener à du 16 puisque, voilà, mes écritures étaient un peu petites. Et alors, vous pouvez gérer également les fonts de test comme on l'a fait dernièrement. Voilà, je voulais gérer ça pour récupérer un peu, voilà, des tailles acceptables. Et voilà, donc on a ajouté la taille au niveau du titre et tout ça. Rappelez-vous, si vous ne souhaitez pas afficher ça, voilà, vous devez toujours placer en fait un point virgule après une instruction de plot. Voilà. Ou bien vous dites la fonction plt.show et ça doit normalement les retirer. Et c'est ça aussi, vous devez placer ça après le legend, voilà, pour qu'on n'ait pas de message. Et c'est bon. Alors là maintenant que c'est correct, on va tout simplement gérer le positionnement en fait de notre legend. Alors, pour gérer le positionnement, par exemple, là, le positionnement a été géré automatiquement. C'est-à-dire simplement que Matplotlib voit là où il y a l'espace et place automatiquement la légende. Alors, sachez que vous pouvez positionner la légende à n'importe où en fait dans votre figure. Par exemple, on a un argument ici qui est lock. L'argument lock ici euh, prend plusieurs paramètres. Alors, il peut prendre en fait un paramètre numérique comme une chaîne de caractères qui va préciser un petit peu l'endroit où on se place. Par exemple, là, si vous passez Center, regardez, et que vous exécutez, il va placer votre legend en fait pile au milieu de votre figure. Donc, vous voyez un peu, il place la légende juste au bon milieu. D'accord? Donc là, je vais fermer ça et là, ça va agrandir un peu ça. D'accord?
Donc, il y a plusieurs arguments. Par exemple, on a center, on a best. Voilà, c'est best en fait, c'est l'argument par défaut qui dit en fait, choisir le meilleur endroit pour le placer. Donc, ça, c'est l'argument par défaut best. Et ensuite, on a par exemple upper ici, peut passer upper right pour dire en fait que je veux que tu le places en haut à droite. Ça, c'est cet emplacement-là, ça va pas changer. Voilà, on a upper left ici, pour lui dire que je veux que tu le places en haut à gauche. Voilà, on a upper center, là en haut au milieu, il va le placer pile ici. Ok, alors après upper, en fait, vous avez lower. Voilà, lower, c'est pas bottom, mais lower center, par exemple ici. Et lorsque vous allez l'exécuter, il va le placer en bas, voilà, au centre. D'accord? Voilà. Après lower center, vous aurez en fait un lower right ici, qui est là. Voilà. Et là, il va le placer à droite. Vous avez lower left qui va le placer à gauche. Et vous avez également, on a le center, par exemple, ici, je peux le placer à center, voilà, right. Il va le placer au milieu, à gauche ici, voilà, à droite du moins. Là, si vous exécutez, par exemple ici, voilà, il va le placer au center gauche ici. Et là, vous avez le center left, il va le placer au milieu, à gauche. Et vous avez le center tout court, pas le center, le center tout court. On avait vu ça au début. Il va le placer au beau milieu. D'accord? Alors, là, si j'exécute ça, il va le placer au beau milieu, en fait. Alors, je vous avais dit en fait qu'il prend également des arguments numériques. En fait, les arguments numériques varient de 0 à 10. D'accord? Voilà, en fait, c'est tout simplement des correspondants en fait, de tout ce qu'on a eu à voir ici. Par exemple, si vous placez 0, ça va correspondre à best. Il va tout simplement le placer en haut à gauche. Si vous le placez, passez l'argument 1, si je ne m'abuse, ça va correspondre à upper right. On va voir. Voilà, ça ne va pas changer normalement puisque c'est le même emplacement que best ici. À 2, si je ne m'abuse, ça sera upper left. Voilà, voilà, donc upper left ici, et ainsi de suite. Vous pouvez tout simplement tester jusqu'à la valeur 10 qui va correspondre au center. C'est tout simplement ce que j'avais retenu. Donc la valeur 10 correspondra au center, au milieu. D'accord? Alors après ça, voilà, on peut gérer, voilà, manuellement, voilà, on peut gérer manuellement en fait le positionnement. Par exemple, si ça ne nous plaît pas de positionner ça comme ça, on peut gérer ça en fait en lui passant un couple de tuple. D'accord? Le couple de tuple en fait va prendre des valeurs comprises entre 0 et 1, voilà, ou plus de 1, ça dépendra, puisque notre toile ici, puisque j'appelle toile notre figure, l'ensemble de notre figure ici est compris entre les coordonnées 0, 0 et 1, 1. Donc par exemple ici, supposons que je veux en fait placer euh, disons, mon label en dessous de ma figure. Par exemple, je vais la placer en dessous de ma figure à ce coordonnée-là ici. Donc, je vais lui dire, par exemple, ici que je veux que sur X ici, voilà, sur X, que tu sois à 0 et 0. On va tout simplement exécuter. Vous allez voir comment est-ce qu'il va placer l'élément. Vous voyez en fait qu'il l'a placé ici. Et ce qui fait en fait que le coordonnée 0, 0 de notre, voilà, de notre label, c'est tout simplement ce coordonnée bas gauche là. Donc, par exemple, si on veut le faire sortir de l'image, c'est possible. On va tout simplement placer une coordonnée négative puisqu'on va descendre en dessous de 0 sur x au moins. D'accord? Donc, on va lui dire simplement que sur x, je veux que tu passes ça, pas à moins 1. À moins 1, ça sera trop. On va lui demander de passer à moins, voilà, disons tout simplement 0,4 par exemple, ou moins 0,2. D'accord? Voilà, on va exécuter à moins 0,2. Voilà, là, voilà, il l'a placé ainsi. Voilà, c'est correct. C'était simplement sur Y que je vais placer ça. Donc, je vais dire 0 sur X et moins 0,2. Voilà, pour dire que ça, c'est les coordonnées sur Y. Donc, il va décaler un peu ça sur l'axe de Y. Il va le placer en dessous. On voit que 0,2 est trop puisqu'il l'a trop amené. On va dire peut-être 0,5 ici. Voilà, pour dire simplement que je veux que tu ne décales ça que d'un tout petit peu. Et voilà, un petit peu ce que ça va donner. Alors, vous pouvez tout simplement ajuster ça, voilà, selon votre bon sens. Ok, maintenant nous allons gérer les épaisseurs de ligne et les styles de ligne. D'accord? Alors, lorsque vous voulez en fait gérer l'épaisseur de ligne, par défaut, en fait, la ligne a une épaisseur de 1. Voilà, 1, c'est tout simplement une valeur qui a été définie. Vous pouvez tout simplement augmenter cela. Par exemple, si je décide en fait
d'augmenter en fait ma croissance du Bitcoin ici. Donc, je vais tout simplement utiliser le line width. Donc, le line width, c'est collé. Et on va lui passer une valeur flottant, donc 1,5. Je vais l'augmenter de 50%. Donc, lorsqu'il va finir, vous allez voir que, ok, là, c'est pas très visible. Je vais la passer à 3 pour que cela soit assez marqué entre nos deux tracés. Voilà. Donc là, vous voyez qu'à 3, quand même, on voit un peu l'épaisseur qui est quand même assez, voilà, marqué entre les deux. D'accord? On a un raccourci en fait pour line width qui est LW. Voilà, c'est dit simplement que si là, vous mettez juste LW égale à 3, ça va toujours fonctionner. Voilà, LW c'est le raccourci de line width. Ok. Ensuite, on a le line style. Ok, toujours collé. On a line style ici. Et là, on va lui passer une chaîne de caractères du caractère que l'on veut. Par exemple, si là, je lui passe ça. Non. Non, par exemple, si là, je lui passe en fait à deux tirets, comme ça, et je vais exécuter. Voilà, il va tout simplement en fait tracer en fait ma courbe avec des tirets. Il y a plusieurs valeurs. On a le double tiret qui est là. On a le tiret unique aussi. Par exemple, là, si vous passez, vous allez voir que là, c'est tout simplement une ligne droite. D'accord? Donc là, en fait, c'est la valeur par défaut. On a le tiret et le point ici. Et voilà, lorsque vous allez exécuter, il va tout simplement faire tout simplement un trait long et un point, trait point, jusqu'à la fin du tracé. Donc, on a ça. On a également un dernier aussi. On a le 2 points par exemple ici. Voilà, vous pouvez passer ça. Et lorsque vous allez l'activer, là, c'est tout simplement des points. Donc, par défaut, on a tout simplement ce symbole-là, qui est tout simplement la ligne droite. Ensuite, nous avons ces deux tirets qui marquent en fait les tirets. On a le tiret et le point qui fait tout simplement un tiret long et un point. Voilà. Et ensuite, on a les deux points qui vont se marquer juste après des points jusqu'à la fin. Alors, évidemment, on a également le raccourci LSA pour line style. Par exemple, si je fais LSA, et que j'exécute, il va me créer tout simplement des tirets, voilà, continue jusqu'à la fin du tracé. Sachez qu'il est possible en fait de créer nos propres symboles en fait, voilà, de présentation de nos tracés, mais nous n'allons pas voir ça dans cette vidéo. Alors, après avoir géré les épaisseurs de ligne et tout, nous allons tout simplement passer à la dernière partie, les marqueurs. Alors, nous allons récupérer notre valeur par défaut, la ligne continue, ok, et voilà, c'est bon. Et maintenant, nous allons simplement gérer ce qu'on va appeler des marqueurs. Alors, les marqueurs, c'est simplement en fait des points, des marques en fait qu'on va placer à chaque point en fait de notre tracé. D'accord? Alors, pour les marqueurs, c'est très simple. Voilà, si je veux en fait placer un marqueur ici, je vais tout simplement passer l'argument marqueur ici simplement. Donc, je vais placer l'argument marqueur et je vais lui passer une chaîne de caractères qui va contenir le symbole en fait du marqueur. D'accord? Par exemple, si je lui passe ça O, okay, un O minuscule, et que voilà, j'exécute, voilà, il va tout simplement marquer avec des points jusqu'à la fin. Vous voyez que là, en fait, il marque en fait avec des points. Alors, il y a plusieurs symboles en fait pour les marques. Voilà, on vient de voir un de ces. Et avec le V, il va placer simplement des triangles en fait au point de notre tracé. D'accord? Ensuite, on a les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 8. Voilà, si je ne me trompe pas. Par exemple, si vous placez le 1 ici et que vous exécutez, voilà, il va tout simplement voilà, vous afficher voilà, ce symbole-là qui est là. Ensuite, on a le 2, le 4, le 3, le 4, on a le 8 aussi qui est là. Alors, vous pouvez tout simplement tester ces valeurs à votre niveau. Alors, une fois que vous avez votre marqueur, on a l'attribut marker size. D'accord, donc on va juste faire marker size ici. Je vais le mettre à 10 ici. Voilà, et on va lancer à l'unité de 10. Et voilà un peu ce que ça va nous donner. D'accord, donc vous pouvez la placer à 15, vous pouvez l'agrandir comme vous le souhaitez et le faire correctement. Donc là, avec des marqueurs de 15, 15, voilà un peu ce que ça va nous donner. Alors maintenant, nous allons mettre fin à cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, je pense qu'on va essayer un peu de pratiquer un peu sur, voilà, sur Matplotlib. Ne serait-ce que créer en fait un graphique voilà, complet. Voilà, depuis un exercice que je vais tout simplement vous passer, on va le construire ensemble. D'accord, et ça va vous permettre un peu de réviser en fait tout ce qu'on a eu à voir en fait dans cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Laissez la prenez bien soin de vous. Ciao.